0% matière grasse. Même chose, hein, 0% de matière grasse. En marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité des produits, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils n'assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais je veux dire... Non, parce que c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Mais ce serait bien justement de leur dire... Ça, je voudrais pas que... Oui, je sais bien, mais je sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer... C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui dérange et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. À croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel ils préfèrent rester discrets. Si la gélatine fait illusion en donnant la consistance du gras dans un produit, pour le sucré, c'est une autre histoire. Il est encore impossible aujourd'hui de se passer des produits chimiques, dont le plus connu est l'aspartame. Et alors, vous pouvez nous dire le nom chimique de l'aspartame, parce qu'il est assez... Alors, c'est un nom barbare, comme tous les noms chimiques, hein, bien sûr. Hein. Bon, c'est un ester méthylique de l'aspartyle phénylalanine. Et le nom chimique, donc scientifique, hein, c'est le 3S, 3 amino 4, 1S, 1 benzyle, 2 méthoxy 2, oxo-éthyl, amino 4, oxo-butanoïque. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bref, un produit tout ce qu'il y a de plus artificiel, inventé par hasard il y a 40 ans dans les laboratoires d'un géant américain de la chimie, qui a tout de suite flairé le potentiel commercial de sa nouvelle molécule. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse pour faire mon gâteau. Là, ça, c'est l'équivalent en pouvoir sucrant de 0,5 g d'aspartame. L'intérêt de l'aspartame, le voici. On en met 200 fois moins que le sucre pour le même résultat. Mais ce produit, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc on ne trouve pas ça dans le commerce? Ah non. C'est que pour les industriels, ça? Ah, tout à fait. C'est même pas autorisé à vendre dans le commerce. Hein, ça. Donc ça, c'est pour les industriels. C'est un produit industriel, bien sûr. Bienvenue chez le leader mondial de la vente de soda. Nous avons réussi à nous faire inviter dans un lieu où les caméras de télévision ne sont généralement pas admises. Cette usine tourne 24 heures sur 24 à un rythme de production effréné où l'on produit 36 000 bouteilles par heure. Pour étancher la soif des nombreux inconditionnels de cette boisson, ce sont près de 50 bouteilles qui sortent de l'usine à chaque seconde. Et lorsqu'un journaliste pénètre dans une usine de cette multinationale, le comité d'accueil se met en ordre de marche. L'endroit qu'il protège se trouve au fond de l'usine, ça s'appelle la siroperie. L'entrée nous en est formellement interdite. Donc en fait ici tu as le concentré qui est à la base de tous nos produits, mais ici c'est la partie que chez Coca-Cola on ne vous montrera pas, c'est le grand secret de fabrication et un petit peu le succès de la maison. Dans ces bidons, l'un des secrets de fabrication les mieux gardés au monde, le concentré chimique avec lequel on produit le best-seller de soda. C'est fabriqué ailleurs, quelque part. Et personne ne sait où c'est fabriqué? Quelques-uns savent. Moi-même je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Ah d'accord. Le concentré est mélangé avec de l'eau dans ces grandes cuves pour fabriquer le fameux breuvage. Et quand le breuvage est light, c'est tout bénéfice. Pour s'en apercevoir, il suffit de sortir de l'usine. Juste derrière, il y a 2 immenses silos de sucre de 240 tonnes qu'il faut remplir plusieurs fois par semaine. Un coût de plusieurs centimes par litre qui est divisé par 20 lorsqu'on remplace le sucre par de l'aspartame. Et pour justifier les marges des produits light, la responsable nutrition a un argument imparable, la santé. Si je prends du produit allégé, est-ce que je vais mincir alors?
Alors en fait, les boissons light ne font pas maigrir, mais par contre, comme elles apportent pas de sucre et pas de calories, elles peuvent aider à diminuer la quantité totale de calories que l'on va manger sur la journée. Donc elles peuvent être une vraie aide pour les personnes qui veulent réduire leurs apports caloriques et qui veulent perdre du poids. Des boissons qui aident à perdre du poids grâce à l'aspartame, c'est ce que nous promettent les multinationales. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cet argument, car cette molécule miracle commence à avoir ses détracteurs. Nous nous sommes rendus au réputé très sérieux entretien Bichat, un rendez-vous annuel dans le monde de la médecine. Ce jour-là, justement, une conférence est organisée sur les boissons light et les produits édulcorants. Assez rapidement, une certaine France Belle-Île monte sur l'estrade pour vanter les mérites de l'aspartame. Il peut y avoir un certain bénéfice dans le suivi d'un régime à long terme de conseiller aux patients, de permettre aux patients d'avoir recours à des produits édulcorés. Juste après, une autre spécialiste, Dominique Parent-Massin, attaque violemment les chercheurs qui osent émettre des doutes sur les qualités de l'aspartame. L'expert isolé, il ne peut pas avoir tous les éléments. Il va émettre un avis personnel, souvent polémique, et parfois il sera en conflit d'intérêts idéologiques. C'est présenter aux consommateurs et aux praticiens que vous êtes une image partiale, incomplète et biaisée du sujet. Des propos qui prêtent à sourire quand on sait que France Belle-Île, la première intervenante et consultante rémunérée par la multinationale de soda que nous avons visitée. Quant à Dominique Parent-Massin, elle est membre du comité scientifique d'un des leaders mondiaux de l'aspartame. Une double casquette dont ces deux chercheuses n'ont pas parlé à leur auditoire. Il faut dire que l'auditoire n'est pas très attentif, puisque sur le programme, il était inscrit que la conférence était organisée par la fameuse multinationale. Vous savez qui organise la conférence aujourd'hui? De la conférence, celle-là, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne savez pas qui organise? J'ai regardé le sujet, mais pas les conférenciers. Il y a aussi des optimistes qui pensent que l'organisateur ne change rien à la qualité des intervenants. Ah non, mais là, j'ai pas de doute que les intervenants ne sont pas, eux, liés à Coca-Cola. Eux, ils diront scientifiquement ce qu'il y a à dire. C'est ça la règle du jeu, sinon, effectivement, ça pourrait pas fonctionner. Pourtant, quand les journalistes font leur métier et posent les bonnes questions, les deux chercheuses de tout à l'heure montrent que leur indépendance est limitée et surtout que les groupes pour qui elles travaillent ne supportent pas la contradiction. Ils disent qu'ils réagissent, qu'ils font des migraines quand ils consomment de l'aspartame. Rien n'a été montré, ni en toxicologie, ni en épidémiologie, sur les aspects neurologiques. Franchement, il y a des choses auxquelles vous pourriez vous intéresser, d'autres que l'aspartame. C'est intéressant d'avoir des idées, des contre-idées. Les journalistes sont ici pour voir les contre-idées. Je peux vous l'envoyer parce que... Des chercheurs qui ont publié des études contradictoires sur l'aspartame, il y en a pourtant un certain nombre. L'un d'entre eux travaille ici, en Irlande, à la Queen's University de Belfast. Il s'agit du professeur Catherine Appleton, une spécialiste du comportement alimentaire. Depuis 1998, elle a publié plusieurs études de référence sur le sujet. Et ce matin, elle se rend au parc, accompagnée de ses 3 cobayes. Son but, mener une expérience sur les boissons light. Bon, vous courez à un rythme confortable et si vous pouvez courir tous ensemble, c'est super. Allez-y. Merci. Pour commencer, elle leur demande de faire le même effort physique dans le but de leur ouvrir l'appétit. Après 20 minutes de jogging, elle les attend avec ses 3 bouteilles qu'elle leur tend pour les désaltérer. Très bien, bravo les gars. Attends, il faut que je vérifie que tu as la bonne bouteille. Alors il faudrait tout boire, s'il vous plaît, sans vous presser. Ils ont chacun une boisson différente, mais aucun ne sait laquelle. L'un d'eux boit de l'eau, l'autre du soda, et le troisième, Barry, avec la chemise à carreaux, un soda allégé. Puis, il retourne à l'université et patiente encore quelques minutes, pendant lesquelles Catherine Appleton, la chercheuse, se transforme en cuisinière.
Vous voulez leur proposer une nourriture variée? Oui, c'est censé représenter ce que les participants peuvent vouloir manger pour un déjeuner. Il y a